Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Seat Leon. Moteur. Sur certains marchés, le moteur 1,6 était vendu avec une installation de gaz d'usine. La gamme de puissance des moteurs à essence est de 85 à 265 chevaux. Les moteurs diesel sont les 1,6 TDI, 1,9 TDI et 2,0 TDI dans des variantes avec injecteurs unitaires ou système Common Rail. Ici, la plage de puissance est plus petite, car les moteurs diesel les plus faibles atteignent 90 chevaux, tandis que les plus puissants atteignent 170 chevaux. Dans cette vidéo, nous examinerons le moteur à essence FSI, qui peut être considéré comme un compromis entre le désir d'avoir un moteur à essence et les coûts de son fonctionnement. Au début de la production, les moteurs TSI souffraient de maladies infantiles, dont certaines n'ont pas été guéries à ce jour. Cependant, le moteur 2.0 FSI n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît. De plus, il présente des performances très raisonnables, offrant au conducteur 150 chevaux et jusqu'à 200 Nm de couple disponible dès 3500 TR min. Il permet à la Leon d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 9 secondes et d'atteindre une vitesse de plus de 200 km/h. Il consomme environ 8 litres de carburant au 100 km. Le moteur possède 2 arbres à cam en tête et 16 soupapes. L'acronyme FSI vient de Fuel Stratified Injection, ou dans le langage courant, injection directe d'essence. Le moteur FSI était proposé dans la Seat Leon 2 jusqu'au restylage de 2009. Il a été remplacé plus tard par des moteurs suralimentés. La question demeure, faut-il avoir peur de lui? Qu'est-ce qui est cassé? Commençons donc par le trajet en voiture, car c'est celui qui semble le plus intéressant. Seat a utilisé plusieurs versions du moteur FSI avec les mêmes paramètres mais des marquages, codes différents. En général, les différences entre eux ne sont pas grandes et les problèmes décrits ici s'appliquent à tous, ils diffèrent juste en termes d'échelle. Le problème le plus courant avec les unités FSI est l'accumulation de dépôts de carbone sur et autour des soupapes. Malheureusement, les dépôts de carbone sont inévitables si le moteur est entièrement fabriqué en usine et utilisé exactement comme le recommande le fabricant. De quoi s'agit-il exactement? Il y a généralement deux raisons à la formation de dépôts de carbone. La première est d'évacuer le carter et les vapeurs d'huile, la seconde est une conduite économique à bas régime. La première est en partie due au fait que les utilisateurs ne changent pas l'huile selon des principes sains, mais, par exemple, tous les 20 à 30 000 km. C'est une très grosse erreur. Le pétrole après 10 000 km, avec la qualité actuelle des huiles encore plus tôt, il perd presque complètement ses propriétés, se transforme en boue et vapeur, qui pénètrent plus tard dans le moteur via la ventilation du carter. Certaines personnes recommandent de fabriquer le séparateur soi-même. La qualité du carburant est également importante. Cependant, une conduite économique entraîne le retour d'une très grande quantité de gaz d'échappement vers le système d'admission via la vanne EGR. De plus, la faible charge entraîne l'impossibilité d'en brûler une partie, et le manque de carburant pour rincer l'admission ne fait qu'aggraver le problème. Plus le moteur est dynamique, plus grande est la probabilité d'avoir un moteur propre, mais cela pose à son tour un deuxième problème, une consommation excessive d'huile moteur. La consommation d'huile moteur est la norme lors de la conduite dynamique, et les problèmes courants liés à celle-ci dans les moteurs TSI sont connus depuis des années. Cependant, les unités TSI utilisent également des segments de piston de mauvaise qualité, qui constituent en fait un défaut de fabrication. Cependant, dans les unités FSI, il ne constitue pas un problème aussi important que l'huile moteur usagée, qui affecte l'usure des segments. Cependant, ce n'est pas un problème aussi important que dans le cas des moteurs TFSI suralimentés. Cependant, le moteur FSI n'était pas exempt de défauts de fabrication. Le plus important est le matériau à partir duquel les arbres à cam sont fabriqués. Les rouleaux s'usent. Il convient toutefois de savoir que les unités FSI disposaient également d'un système de distribution à calage variable, dont le variateur nécessite une huile de bonne qualité pour fonctionner correctement. Et là, nous revenons au sujet précédent, la boucle se ferme. Il n'est bien sûr pas vrai que la responsabilité des problèmes des moteurs FSI incombe aux utilisateurs qui ne prennent pas soin de l'huile moteur. Le constructeur n'a pas anticipé les effets de l'introduction d'intervalles de remplacement tous les 15 000 km. Et n'a pas adapté le moteur pour fonctionner avec de l'huile moteur usagée. Certaines unités avaient un intervalle de 30 000 km en utilisant l'huile Long Life. Si vous souhaitez bénéficier d'un fonctionnement relativement sans problème, vous devez changer l'huile au moins tous les 10 000 km. Cependant, tous les problèmes ne sont pas liés au système de lubrification. Dans les moteurs FSI, les capteurs de position et de cliquetis du vilebrequin tombent en panne. Heureusement, les concepteurs ont décidé de ne pas utiliser de chaîne de distribution. Une chaîne courte entraîne uniquement l'arbre d'équilibrage, qui se trouve dans le carter d'huile. La chaîne de distribution est apparue sur les moteurs TFSI. Hormis les unités d'entraînement, rien d'autre ne posera de problème. La carrosserie est durable et bien protégée contre la corrosion. Seat offre une protection de 12 ans. Le seul inconvénient plus grave pourrait être la tendance des phares à s'embuer.
L'intérieur est également durable et ce n'est que dans les voitures avec un kilométrage très élevé que l'on peut trouver des garnitures endommagées. La suspension est durable et peu coûteuse à utiliser. À l'avant, les caoutchoucs sont remplacés et les axes de triangle sont dévissés. Il est bien sûr normal que les éléments en caoutchouc du stabilisateur et des connecteurs s'usent. Sur l'essieu arrière, il est parfois nécessaire de remplacer l'un des bras de suspension courts, car le bras de suspension de support est très résistant. C'est également ici que les biellettes stabilisatrices sont le plus souvent remplacées. L'essieu arrière est doté de ressorts et d'amortisseurs séparés, ce qui réduit le coût de leur remplacement. Il arrive cependant parfois qu'après un long kilométrage, le système de direction assistée progressive à gestion électronique se décale. Son calibrage exact peut être effectué par un mécanicien disposant de l'appareil approprié. Tout le monde n'est pas au courant et après avoir effectué les réparations sur l'essieu avant, il laisse le système se débrouiller seul. Après plusieurs réparations, il ne fonctionne plus comme il le devrait. Il convient également de penser à régler l'alignement arrière après les réparations de la suspension arrière. La Seat Leon 2 ne souffre pas de défauts électriques et électroniques typiques. Il est également difficile de parler de problèmes liés à la transmission ou au système de freinage. La Seat Leon 2, comme toutes les voitures compactes du groupe VAG, est relativement bon marché à utiliser. L'accès aux pièces de rechange et aux mécaniciens qualifiés est énorme. Les substituts sont relativement bon marché et le taux d'échec relativement faible a un impact positif sur l'image de Léon. Il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit d'une voiture relativement récente et que le risque de vol est encore élevé. La mauvaise nouvelle est que le moteur 2.0 FSI est totalement inadapté à l'installation d'un système à gaz. Même s'il est possible de sélectionner l'installation, cela ne vaut pas la peine de le faire, car cela reste le point le plus faible de la voiture. Une consommation de carburant de 8 à 9 litres 100 km en utilisation moyenne et inférieure à 7 litres 100 km sur autoroute augmente légèrement les coûts d'exploitation, mais la Leon vous récompense avec de bonnes performances. La Seat Leon 2 est une voiture compacte très réussie qui peut être achetée moins cher qu'une Golf et qui possède presque la même chose. Il faut s'attendre à une plus grande dépréciation, mais dans le cas des voitures pré-lifting, elle n'est pas aussi importante. Le moteur 2.0 FSI est une bonne source de puissance, surtout pour ceux qui ne souhaitent pas installer une installation à gaz. Il est dynamique et relativement économique, et en même temps, il reste l'un des moteurs à injection directe les plus raffinés du marché. Contrairement à d'autres unités moins courantes de ce type, les mécaniciens n'ont pas peur de réparer le FSI. Si votre voiture est entretenue régulièrement et que vous changez l'huile au moins tous les 10 000 km, en faisant le plein avec du bon carburant, des réparations inattendues et très coûteuses peuvent être évitées. Bien sûr, un meilleur choix sera la Leon avec un moteur 1.6 TDI ou 1.9 TDI. Si vous avez peur du FSI, choisissez l'un de ces deux moteurs, et si vous pouvez vous permettre une dépense plus importante, le meilleur choix sera le 2.0 TDI CR. Il vaut la peine de rechercher des versions spéciales et de jolis packs de style de carrosserie, pas nécessairement disponibles uniquement dans les versions FR ou Cupra. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.